Regardez cette image, c'est la négociation qui a repris. Il y a eu la première version où les Européens avaient, semble-t-il, un strapontin. Là, le strapontin a été élargi. Donc, si on comprend bien, regardez bien l'image, il y a à droite les Ukrainiens, à gauche les Américains menés par le secrétaire d'État Rubio et par l'envoyé spécial Witkoff. Et puis, les Européens ont été amenés en complément de la table. La première version était moins étoffée. Moins étoffée, voilà. Et là, visiblement, les choses sont en train d'évoluer d'un bon point de vue d'après les Européens et d'après les Ukrainiens. Écoutez ce que dit le secrétaire d'État Rubio. Je pense donc que ce qu'il faut retenir, c'est que cette réunion est très, très significative. Je dirais même probablement la meilleure réunion et la meilleure journée que nous ayons eue jusqu'à présent dans tout ce processus depuis notre entrée en fonction en janvier. Gallagher Fenwick, vous êtes américain, vous savez très bien lire ce qu'il y a derrière parfois la langue de bois américaine. Là, on a l'impression vraiment qu'ils sont en train d'avancer. Oui, alors on a eu à peu près les mêmes propos d'André Yermak dans la foulée. Ce qu'ils sont quand même en train de dire, c'est qu'il y a encore des points qui nécessitent, je cite, du travail. Donc ils n'y sont pas. Les choses ne vont à l'évidence pas se terminer aujourd'hui, mais il y a effectivement, et c'est l'expression qu'on a le plus entendue ces dernières 24 heures, une base de travail sur laquelle des discussions sont en train d'avoir lieu entre tous ces acteurs qu'on a vus à l'écran. Oui, une base de travail, Gallagher a tout à fait raison, mais ça me fait penser à ce qu'a dit Vladimir Poutine, parce qu'il a pris la parole vendredi, il ne l'a pas reprise depuis, pour dire aussi que alors les Russes n'avaient rien à imposer, bien évidemment, enfin, ça il ne l'a pas dit, c'est moi qui l'interprète, mais que c'était une base de travail. Donc là, on est dans un moment où il n'y a que Trump qui met les pieds dans le plat et qui, lui, fait des tweets dont on va parler et qui parle de gratitude, mais sinon tout le monde a l'air prêt à travailler ensemble. Oui, on voit quand même qu'il n'y a pas beaucoup de détails encore très concrets. On a vu le premier plan catastrophique, on dirait, de la capitulation de longue durée pour l'Ukraine, proposé apparemment par les Russes, parce qu'on voit quand même que certaines formulations des phrases, même c'était traduction directe depuis le russe vers l'anglais. Et après cette deuxième information sur le plan apparemment proposé par les Européens, mais qui ne serait pas quand même peut-être acceptable par les Russes. Et même, il y a toujours le point qui inquiète beaucoup les Ukrainiens, c'est le point sur la paix juste, c'est-à-dire sur les crimes de guerre, parce qu'il y avait justement ce point sur les amnisties pour tous les criminels de guerre. Et quand même, c'est important pour les Ukrainiens que ce point soit présent pour que tous les criminels de guerre soient punis. Le simple fait qu'il y ait une discussion est positif, parce que ça veut dire que le plan de départ, qui est la catastrophe absolue pour les Ukrainiens, n'est pas définitif, puisqu'on en parle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce soit Marco Rubio, le secrétaire d'État, qui mène ces discussions, parce que quand on l'a écouté attentivement depuis le retour de Donald Trump à l'Élysée, on sent bien qu'il n'est pas forcément sur la même ligne. À la Maison-Blanche. Maison-Blanche, pardon. Donald Trump, chacun ses obsessions. Voilà, c'est les obsessions présidentielles. Depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, où il y a d'un côté, en fait, les businessmen qui, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça s'arrête pour qu'on puisse recommencer à faire des affaires. Et Rubio, lui, il est plus dans une vision à l'ancienne, d'abord parce que c'est un diplomate de carrière, donc il dit, attention, tout lâcher à la Russie, c'est dangereux. Et ça, il l'a déjà dit dans le passé. Donc peut-être que là, on est en train de voir quelque chose de positif. Rappelons l'image, il y a des clans partout sur ce plateau. Je suis sûr que si on avait à négocier, il y aurait des clans, les durs, les moules, etc. Les modérés. Dans toute société humaine, il y a des clans. Voilà. Il y a deux théories là-dessus, vous savez. Il y a ceux qui pensent qu'on est mieux seul. Bon, en tout cas, regardez ce qui est autour de la table, où effectivement, si on regarde du côté américain, alors il y a effectivement Rubio, qui est d'ailleurs une vieille tradition aussi anticommuniste, anti-soviétique, qui vient de là, ça compte aussi. Il est cubain, lui, d'origine. Ah oui, il est cubain d'origine. Guillaume a totalement raison. Pour moi, et je l'ai beaucoup, je pense, sous-estimé, mais sur ces dernières 24-48 heures, l'homme qui tire les ficelles, c'est Marco Rubio. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des conflits dans le conflit. Et en l'occurrence, et vous avez raison de parler de clans, il y a deux hommes qui sont assis côte à côte, mais qui n'ont pas du tout la même vision là, c'est Marco Rubio et Steve Witkoff. Parce que de qui vient toute la confusion
dont nous sommes victimes, les Ukrainiens en premier, depuis ces dernières 24-48 heures. Qui est-ce qui appelle des sénateurs au Congrès pour leur dire, vous savez, c'est pas du tout un document américain, c'est un document russe à l'origine. Sénateurs qui font une conférence de presse, et puis Rubio... Après, il fait machine arrière, en tout cas officiellement. Voilà, une fois qu'il a bien dégoupillé sa grenade diplomatique et qu'il a fait rouler dans le couloir du Congrès, qui dit « Ah non, pas du tout, c'est effectivement... » Et donc là, moi, la manière dont j'imagine, si vous voulez, la séquence... Witkoff et Kirill Dmitriev, qui est l'équivalent côté russe de ce que Witkoff est côté américain, qui se voit dans un très bel hôtel de Floride. Witkoff qui dit à Kirill, tu sais, j'ai une pression de dingue de la part du patron. Il veut que d'ici le 27 novembre, cette histoire soit réglée. Dmitriev qui lui dit, tu sais quoi, t'embête pas, moi j'ai un document pour toi. J'ai quelque chose. 28 points, comme ce que vous avez fait pour Gaza, c'est en russe, fais-le traduire par tes équipes et tu en fais ce que tu veux. Et c'est plein d'argent, de transactions, de milliards. On verra plus tard. Il y a 100 milliards en jeu. Absolument. Voilà. Ça fait briller les yeux. Et ça, Witkoff, il adore. Il dit à Trump, je pense qu'on a quelque chose, qu'on peut y aller. Et qu'est-ce que fait, et pardon, je donne rapidement la parole à Anne en parallèle, Dmitriev, malin comme il est, fait tout de suite fuiter le document russe à la presse, notamment Axios, qui révèle la chose. Et puis là, il y a un espèce d'emballement qu'on est en train de commenter en ce moment. Effectivement, le rôle de Rubio, Gallagher a raison de souligner, mais il y a une autre personne, un autre Américain qui est à cette table, c'est Dan Driscoll, le général Driscoll, qui est apparemment le nouvel envoyé spécial nommé par Donald Trump sur ces questions, et qui, lui, est plutôt côté très isolationniste américain, c'est-à-dire pas du tout, et ami intime depuis toujours, depuis qu'ils sont enfants, de J.D. Vance. Donc, une fois de plus, on va voir, c'est en train... Les Américains font toujours comme ça fait partie de la négociation. Il y a le bon policier et puis le mauvais policier. Ils jouent l'un avec l'autre. Exactement. Et à la fin, il n'y a qu'un seul patron et un seul qui décide. Voilà, qui tranche, celui qui tranche, c'est Trump. Il a le bon rôle. Selon quel... Est-ce que c'est en étant gentil ou en étant méchant qu'il peut obtenir le plus pour les États-Unis? Et en fonction de ça, il tranchera. Malheureusement, ça passera avant les intérêts de l'Ukraine. Je ne sais pas si vous vous rappelez le merveilleux film Ridicule, où on comprend qu'à la cour à Versailles, ce qui comptait, c'était l'opposition entre l'aile nord, je crois, et l'aile sud, c'est-à-dire la cour et les ministères. En fait, dans chaque groupe humain, il y a deux clans. Bien entendu. Maintenant, ce qui est intéressant quand même dans cette affaire-là, c'est vraiment ce soir la présence des Européens. Je crois qu'il faut assister là-dessus, parce que quand on était à 18h, Darius, on disait l'Europe s'est fait humilier, on n'est pas présent, on n'a pas participé au texte, qui est la vérité. Mais là, on y participe vraiment. Et pourquoi ? Parce que vraisemblablement, on sera au centre des garanties de sécurité. Et ça ne peut pas se faire sans nous, étant donné que les Américains se désengagent. Donc, ils vont avoir besoin de nous maintenant pour établir des garanties de sécurité. Et donc, effectivement, on est dedans. Alors maintenant, il ne faut pas oublier qu'ensuite, il faut reporter le texte russe. Et là, on va rigoler. Et on revient de loin, parce que je vous rappelle, par exemple, qu'il n'y a aucune mention des... Comment on appelle ça, de la coalition des volontaires. C'est-à-dire que Trump s'est littéralement assis sur les bonnes idées européennes. En tout cas de la France. Vraiment, c'est le modèle, c'est le modèle sud-coréen, donc de réassurance. La coalition des volontaires, c'est celle-là. Maintenant, on ne voit pas très bien aujourd'hui, avec les conditions atmosphériques actuelles, comment les Russes peuvent accepter une chose pareille. Voilà, donc on verra. En l'occurrence, cette photo qu'on commente, là, moi j'ai du mal à les identifier, les Européens. Alors c'est tout le problème, parce que, pardon, moi j'ai eu un diplomate américain au téléphone il y a quelques heures, et je lui ai demandé, mais qui sont les Européens? Il m'a dit, je ne sais pas. Allemand, britannique, français. Vous êtes davantage physionomiste que moi, vous connaissez Emmanuel Beaune. En l'occurrence, sur la photo, je ne le reconnais pas, je ne le vois pas. Et donc je me demande si... Rappelons que c'est le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Oui, tout à fait, pardon. Et donc je me demande si, comme ce qui a été annoncé en format E3, ces homologues britanniques et allemands sont là et malheureusement nous les connaissons, nous ne les reconnaissons pas. Allez, disons les choses, vous êtes trop diplomate pour le dire, ils n'ont pas envoyé les premiers couteaux. Voilà, c'est ça. C'est quand même la question qu'on devrait se poser. Pourquoi ? Comment ? Et c'est l'équipe du Premier ministre Keir Starmer, l'équipe 2, mais pas Keir Starmer. Pourquoi ? Etc. Voilà. Pourquoi est-ce que, côté européen, ce sont des seconds couteaux ? Pourquoi ? Est-ce que ça montre pas ? Alors on a, il faut arrêter de parler par métaphore. Oui, on est. Alors voilà, il y a cette grande table. On est là au fond. C'est peut-être plus un strapontin. On va parler des contre-propositions européennes qui se basent quand même tout de même sur le texte américano-russe, mais pour le moment, l'Europe n'a pas encore prouvé sa capacité à influencer sur ce processus. Et dans la version première de la salle, alors là, la photo est cadrée comme ça, donc je ne sais pas, mais la première version, il y avait un drapeau ukrainien, un drapeau américain, et zéro drapeau européen, etc. Oui, c'est relativement logique qu'il n'y ait pas de chef d'État et de gouvernement, puisque côté ukrainien et américain non plus. Oui. On est au niveau des ministres. Mais c'est pas le même niveau quand même.
Pardon ? C'est pas le même niveau quand même. Non, c'est pas le même niveau parce que d'un côté on a. Alors cela dit, le représentant du président Zelensky, c'est pas non plus un élu ou un ministre, c'est un collaborateur très proche du président. C'est technique en fait. Voilà, je pense que l'idée c'est d'essayer de mettre en place un rapport de force, puis une fois qu'il en sort quelque chose de concret, à ce moment-là, les politiques entrent dans la danse et ça viendra au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Mais c'est vrai que globalement, ce qu'on voit, c'est la différence flagrante entre le niveau de notoriété et de puissance de tous les intervenants et Marco Rubio. Regardez, pardon, je vous interromps. Regardez à gauche de l'image, sauf erreur, c'est Jared Kushner lui-même, qui est tout à gauche de l'image sur la photo qu'on met juste avant. Oui, absolument. Il est le gendre. Le gendre de Donald Trump qui participe aux discussions. Voilà, il est ici à gauche de l'image et c'est lui aussi qui aurait été à Miami dans cette rencontre où se trouvaient Witkoff et Kirill Dmitriev. Donc, Et il fait partie effectivement du clan des hommes d'affaires, puisqu'il est très avisé, semble-t-il, pour profiter de la position de son beau-père pour s'enrichir. C'est pour ça que certains parlent non pas d'un plan de paix, mais d'un business plan de paix. Et effectivement, avec Steve Witkoff, qui lui-même est je crois, un promoteur immobilier multimillionnaire ami de Trump. C'est ce que Montesquieu appelait le doux commerce. Oui, c'est ça. On est entre hommes d'affaires. Et de l'autre côté, Dmitriev, d'ailleurs, est aussi un... Ils sont sur la même longueur. Un oligarque. Oui, sur la même longueur d'onde. Pratiquement les 28 points ne parlent que d'affaires dans ce fameux plan. Donc, mais une fois de plus, alors, je sais que ça ne plaît pas à ce que je vais dire, mais si on a cette photo aujourd'hui, s'il y a ce qui est en train de se passer à Genève, c'est parce qu'on a eu ce plan en 28 points. Alors tout le monde le critique, mais il est une base. Il faut bien, pour discuter de quelque chose, il faut bien commencer par discuter sur quelque chose. Les Européens ne sont jamais ceux qui commencent, qui imposent le plan de départ. Ils sont ceux qui commentent et qui ensuite font potentiellement des contre-propositions. Donc le jeu revient pour le moment aux Américains. Et on sait que celui qui écrit la première version à la main, la première mouture à la main, parce qu'il impose ses idées et ensuite il faut faire des efforts pour amender ses idées. Donc effectivement, on est toujours quand même un cran de retard dans cette affaire-là. Et c'est vraisemblablement les Russes qui ont écrit les premiers, visiblement. Même si le texte a été amendé par les Américains, le texte est tellement favorable aux Russes que... De toute façon, ils sont sur la même longueur d'onde.